Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, on prend de la hauteur avec un lieu qui va vous faire lever les yeux au ciel, direction le musée de l'air et de l'espace. C'est à travers son studio Beauregard que la créatrice Aurelia Paoli s'exprime dans les intérieurs. C'est notre invitée. Silence, ça défile chez Gucci. Aujourd'hui, décryptage de l'amour de la marque pour la grande histoire hollywoodienne du cinéma. En lumière et or, la maison Lucien Gault brille par son savoir-faire de bronzier d'art depuis 1860. Mais avant de retrouver Aurelia Paoli, directrice artistique et designer, tout de suite le point de vue. Si vous passez par Saint-Pétersbourg, faites une halte au musée de l'Ermitage. C'est ici que se trouve entre autres Danaé, une œuvre de Rembrandt. Ce tableau représente une femme nue allongée sur un lit. S'il s'est très souvent servi de sa femme Saskia von Ulenburg comme modèle, disons qu'ici la ressemblance n'est pas vraiment frappante. En effet, on peut y observer le mélange de deux visages. Après le décès de sa femme, il aurait modifié la toile pour peindre le visage de sa nouvelle conquête par-dessus. Charmant. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, les Champs-Élysées restent la plus belle avenue du monde. C'est dans cet ouvrage éponyme que nous découvrons son histoire. Depuis sa création en 1670, cette artère majeure fut le théâtre d'événements historiques. Des revendications du peuple en 1789 venues réclamer du pain au roi, à la descente de Charles de Gaulle célébrant la libération de Paris après la Seconde Guerre mondiale, en passant par le défilé de l'équipe de France de football en 98, voici de quoi redécouvrir l'histoire des Champs. La légende raconte que Marcel Breuer, étudiant puis enseignant au Bauhaus, eut l'idée d'utiliser des tubes d'acier pour réaliser son fauteuil B3 ou fauteuil Vassili en observant le guidon de son vélo. Le succès fut immédiat. Sa création et ses variants B1 ou B4 se retrouvèrent à meubler le Bauhaus, mais aussi la demeure du célèbre peintre russe Vassili Kandinsky. D'une solidité à toute épreuve, ce fauteuil est tissé d'Eisengarn, un fil de coton réfléchissant la lumière et ultra résistant. Attachez vos ceintures, décollage imminent pour une visite privée du musée de l'air et de l'espace à quelques encablures de Paris. C'est tous au musée. C'est un vieux rêve de l'humanité de pouvoir s'envoler, prendre de la hauteur. Et c'est vraiment cette conquête des airs qu'on retrouve au musée de l'air et de l'espace depuis les premiers envols de 1783 jusqu'à la fusée Ariane. Donc c'est vraiment toute l'aventure humaine que ça représente que l'on peut découvrir au musée. Les nombreux témoignages de cette vaste conquête de près de 3 siècles sont exposés depuis les années 80 dans l'ancienne aérogare de l'aéroport du Bourget. Un hall centenaire au style art déco qui a vu s'écrire de nombreuses pages d'histoire de l'aviation mondiale. Les comptoirs arrivée et départ, le très bel escalier d'honneur, cette vaste salle des 8 colonnes, tout ça fait un petit peu rêver puisqu'il y a des générations et des générations de voyageurs qui sont passés par ici et puis tous les records, par exemple les records de Coste et Bellonte, Lindbergh est arrivé au Bourget, tous les grands événements aéronautiques se sont passés au Bourget jusqu'au transfert de l'activité commerciale vers l'aéroport d'Orly puis de Roissy. Donc il y a vraiment beaucoup de pages de l'histoire mondiale qui se sont passées ici à l'aéroport du Bourget. Témoin donc des premières traversées de l'Atlantique dans les deux sens, le musée rend hommage à tous ces pionniers de l'air dont les premières tentatives remontent au XVIIIe siècle. Comme pour défier les dieux, l'homme s'élance d'abord avec toutes sortes d'ailes expérimentales jusqu'à l'invention du ballon à air chaud en 1783. Une vraie révolution qui déclenche des passions. Ces objets sont vraiment très révélateurs de la ballomanie. On voit par exemple une épingle de cravate, des bagues, des horloges, des montres qui évoquent cet engouement absolument incroyable qui s'est développé au moment des premiers envols de ballons à la fin du XVIIIe siècle. Où à l'époque c'était quelque chose de tellement extraordinaire qu'on a eu un engouement qui est presque comparable à ce qu'on a connu au moment des premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc il était vraiment de bon ton dans la haute société d'arborer des ballons. On en trouve même par exemple sur des bidets, des commodes, des chaises. C'est vraiment le motif à la mode par excellence à la fin du XVIIIe siècle.
Et si le ballon relève un premier défi, celui de s'élever dans les airs, les trajectoires à la merci des courants du vent laissent encore à désirer. Il faut attendre l'avènement du dirigeable dont la toute première et imposante nacelle de l'histoire est conservée ici au musée. C'est le premier aéronef dirigeable au monde, c'est-à-dire que c'est la première fois où on a pu véritablement maîtriser le trajet et faire une boucle de 7 km autour de Chalais-Meudon. Ça a été véritablement un exploit qui va ouvrir en fait toute la voie à la conquête du ciel et à des modes de transport, les dirigeables dans un premier temps, puis évidemment l'avion par la suite. Des planeurs au premier vol motorisé des frères Wright, en passant par l'invention du looping par Charles Pégoud, l'art de la voltige évolue dès lors à la vitesse de l'éclair, jusqu'à l'une des plus grandes attractions commerciales de la fin du XXe siècle, le Concorde, véritable star des aéroports. Concorde était vraiment d'abord reconnaissable entre tous par sa silhouette très particulière, son aile delta, son nez cassé. C'était une telle attraction partout que les gens en fait avaient un vrai plaisir de voir cet avion atterrir ou décoller. Avion supersonique, vitrine du luxe à la française, le programme de tous les records prendra toutefois fin en 2003, dépassé par l'avènement d'Internet. En 2003, en fait, l'appareil qui consommait beaucoup, qui faisait quand même un bruit conséquent, ne correspondait plus tout à fait aux normes environnementales. Et puis par ailleurs, le fait de pouvoir se déplacer très vite d'un côté à l'autre de l'Atlantique était moins important à partir du moment où on disposait d'Internet. C'était finalement un avantage moins décisif qu'au début du programme. Toujours plus vite, toujours plus haut, la conquête des cieux se poursuit pour finir avec celle de l'espace. Des premiers satellites soviétiques aux lanceurs des fusées Ariane 1 et 5, toutes les étapes de cette formidable épopée sont ici reconstituées par d'imposantes maquettes. Ce sont 2 maquettes puisque les vrais lanceurs évidemment ne reviennent pas sur Terre, mais ce sont des maquettes réalisées pour les fameux salons internationaux du Bourget. Donc c'est des véritables objets qui ont été construits et qui sont des marqueurs de l'histoire de l'aéronautique. Elle nous rappelle que l'homme n'en a pas fini avec son vieux rêve, repousser les limites de la gravité et s'approcher du royaume des dieux. Carreaux de ciment, vitraux numériques, peinture originale, Aurelia Paoli aime le beau et nous le fait savoir. Découverte de son univers entre design et architecture d'intérieur. Je suis passée de la mode à la décoration d'intérieur par le motif en fait. C'est le motif qui m'a fait basculer de secteur. Et ce qui me plaisait vraiment, en fait, c'était plutôt d'habiller les intérieurs que d'habiller les personnes. Designer textile de formation, Aurelia Paoli a fondé en 2012 Beauregard Studio, un atelier de design décoratif où elle décline à l'envi son art du motif sur tous les supports imaginables. Le carrelage, le tapis, la moquette, les adhésifs. J'ai pas de matériaux favoris. Mon expertise et mon envie, elle est sur le dessin. Donc le dessin, le décor, le motif, la couleur. Je suis tout terrain au niveau des matériaux et je peux tout explorer avec plaisir. Ce vaste champ des possibles, Aurelia l'a tout d'abord exploré au sein de sa propre maison qu'elle a décorée du sol au plafond dans les moindres détails. Dans les arts décoratifs, à la française notamment, on décore tout. On peut tout décorer, de la poignée de porte aux moulures, enfin, ça va très très loin dans les détails. Pour la maison, ici, je suis partie d'une palette de couleurs. Voilà, des couleurs. Après, je pense chaque pièce de façon individuelle. C'est-à-dire que, à mon sens, quand on rentre dans une pièce, il faut qu'il se passe quelque chose de particulier dans chaque pièce. Là, l'exercice, c'est de créer des pièces fortes, mais qui sont évidemment, qui est un fil conducteur après dans la maison. Un fil conducteur qui se traduit bien souvent chez elle en géométrie des formes et des couleurs, comme dans cette salle de bain tapissée de fleurs et autres motifs verdoyants. Je trouve que le carreau de ciment, en fait, c'est le papier peint des salles de bain. Donc voilà, là, il encadre complètement la baignoire. Et c'est ce qu'on appelle une pose en all-over. Donc du coup, le motif, il se répète partout. Il n'y a pas de dessin, de calpinage réalisé au sol pour créer un tapis. En revanche, là, on utilise la technique du mix and match, c'est-à-dire que c'est 2 motifs
qui à la base peuvent sembler très différents, mais finalement on va les relier par la couleur. Hommage aux arts décoratifs à la française, avec une pointe futuriste, le style graphique d'Aurélia lui vient des livres d'art et de son propre imaginaire qu'elle écrit, dessine et retranscrit dans des carnets très personnels. Il y a des photos, il y a des trucs de cinoche. J'ai besoin de laisser des traces, en fait, des petits bouts. Puis je ne sais pas trop ce que ça va devenir. Mais en fait, parfois, je les relis. Ça me transporte dans mon passé. Et du coup, je reprends attache avec ce moment-là. Et ça m'inspire en fait. Une immersion aussi bien dans son propre passé que dans celui des arts et des métiers anciens, source inépuisable d'inspiration quand on cherche bien. Ce qui est intéressant, c'est de capter le détail finalement qui peut être réinterprété. Donc ça peut être un tout petit bout, par exemple ici. Ça marcherait super bien en carreau de ciment. Ces détails repérés, Aurélia les développe ensuite sur son ordinateur, outil indispensable à son art graphique et vectoriel. J'ai découvert le dessin numérique, donc l'art numérique, qui est totalement illimité au niveau des possibilités. Et c'est vrai que moi, cette notion d'infini et de nos limites, ça me plaît énormément parce que je me dis, voilà, on n'est pas arrêté parce qu'on n'a pas la bonne couleur. Et évidemment, je pense qu'à force d'expérience, j'ai développé aussi cette idée de vitrail numérique en travaillant sur cet outil et ces logiciels de création photographique et vectorielle. Ces vitraux en vinyle adhésif et découpés sur mesure sont réalisés en collaboration avec l'atelier Tarket, spécialiste dans le développement de revêtements design et innovants. On peut le mettre comme ça, hop, on peut mettre ça dessus, c'est pas grave. On peut imaginer les couleurs, effectivement, ce mix de couleurs-là. En comprenant, en regardant, en appréciant le travail d'Aurélia, qui a une grande connaissance notamment de l'histoire de l'architecture et de la décoration d'intérieur, on allait puiser dans cette histoire-là pour mettre à jour un savoir-faire qui se rapproche ni plus ni moins que de la marqueterie, autrefois bien connue, mais au goût du jour avec des matériaux d'aujourd'hui. Aller trouver une ressource comme Aurélia, c'est vraiment à dessein parce qu'on recherche un savoir-faire, une expérience qui a trouvé tout son potentiel évidemment dans cette collaboration. Et c'était aussi pour faire entrer le vinyle dans l'univers du luxe. Parce que l'usage du vinyle est un petit peu boudé sur certains projets, alors que finalement ce matériau est un matériau technique extrêmement intéressant et du coup le design et la couleur viennent lui apporter toute sa touche de noblesse. Entre recherche graphique et développement de nouveaux supports, Aurélia Paoli n'a qu'une envie, être à la pointe de la création d'aujourd'hui. Bonjour Aurélia. Bonjour Katharina. Aurélia, vous avez en 2012 créé le studio Beauregard qui a la particularité d'être éditeur de ses propres créations. Vous aimez maîtriser tout le processus donc, de la fabrication jusqu'à finalement le client. C'est important pour vous? Oui, tout à fait, parce que de pouvoir maîtriser la chaîne de A à Z, ça permet d'avoir une vraie cohérence, ça permet d'avoir la liberté de s'exprimer pleinement. Et je crois que c'est ça qui a fait aussi que nos clients ont adhéré aussi au projet, à l'esthétique de la marque, etc. Vous êtes d'origine italienne et corse, autant dire que la lumière, les couleurs, les motifs, c'est quelque chose qui est inné pratiquement. C'est vrai que depuis petite, le beau, dans ma culture, dans ma famille, c'est une notion qui est importante. Pour moi, c'est une quête, c'est une recherche et c'est un art de vivre. Donc je le vis vraiment comme un bénéfice et quelque chose qu'il faut absolument rechercher au quotidien. D'ailleurs, tout a commencé quand vous avez rénové votre appartement. Et là, vous vous êtes dit, voilà, je trouve peut-être pas le sol que j'aimerais. Et vous avez commencé à créer des carreaux de ciment. Ce qui est quand même incroyable pour quelqu'un qui a cette démarche-là de se dire, je trouve pas ce que j'aime, je vais faire. J'adorais cet artisanat, cette technique du carreau de ciment, parce que c'est du dessin.
Là, vraiment, on a beaucoup de choix dans le dessin. Enfin, beaucoup. À l'époque, justement, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. En tout cas, il n'y avait pas de création. Donc, j'ai cherché. Et puis j'ai trouvé un atelier au Maroc qui a accepté de réaliser mes dessins. Et donc, j'ai rénové l'appartement. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai reçu des amis, voilà, architectes. Et puis j'ai eu des commandes. Alors, Aurélia, chez vous, tout part du dessin. Votre spécialité, c'est le dessin numérique. Oui. En quoi le dessin numérique est compatible avec des choses faites main, avec l'artisanat? Pour que la réalisation soit optimale, on a besoin d'un dessin extrêmement bien pensé. Et c'est vrai que l'outil numérique me fascine. C'est la création de demain? C'est avant tout un outil, donc faut le prendre comme un outil. Mais je crois que le mix média, de mêler les outils de création artisanaux, je veux dire même au niveau du dessin, la peinture, la gravure, etc., l'allier au numérique, pour moi ça fait sens. Donc vous vous exprimez sur des supports infinis. Vous pouvez créer aujourd'hui des tapis, demain des carreaux de ciment, vous avez même créé une gamme de peinture écologique. En fait, ce que j'aimerais, c'est que ce soit les nouveaux classiques de demain. Voilà. De se dire aujourd'hui, quelles sont les techniques, quels sont les outils de production, comment fait-on aujourd'hui pour créer des matériaux décoratifs et faire revenir du coup l'art décoratif dans nos intérieurs. Et du coup, le matériau décoratif est la réponse, puisque c'est du 2 en 1, c'est-à-dire qu'on a le revêtement et on a le décor. On n'est pas obligé forcément de venir amener du mobilier. Une fois que vous avez fait un projet d'architecture d'intérieur, le décor est posé. J'aimerais juste dire un mot aussi sur le choix des couleurs. Vous êtes très fort dans les couleurs. Est-ce qu'il y a des couleurs qui reviennent fréquemment? Est-ce qu'il y a des combinaisons qui vous plaisent particulièrement? C'est très étrange en fait. Dans ma vie personnelle, j'ai des étapes de couleurs. J'ai ma phase jaune. Et là, je suis dans ma phase verte. Les couleurs, c'est formidable parce que là, tout mon rez-de-chaussée est peint dans des couleurs terracotta, enfin, comme ces palais italiens là, où la lumière, les reflets du soleil se diffusent. Et en fait, grâce à ces camailleux de couleurs terracotta, c'est très enveloppant, c'est très rassurant. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre, en fait. Et moi, je milite, oui, pour la couleur dans les intérieurs, parce que c'est un vrai bénéfice aussi psychologique. Merci Aurélia. Avec plaisir. Dans En mode, on vous raconte aujourd'hui comment Gucci exprime son amour du 7e art et de l'âge d'or de Hollywood. Moteur, ça tourne. Quand la mode rend hommage au cinéma, Gucci nous emmène sur Hollywood Boulevard, des pavés du célèbre Walk of Fame jusqu'au mythique Chinese Theater qui accueille la cérémonie des Oscars. Ce sont les lieux de tournage de Pretty Woman, de Boulevard du Crépuscule ou de LA Confidential. Le symbole du divertissement à l'américaine, des paillettes et de la décadence, des célébrités d'hier et d'aujourd'hui. Pour son défilé Printemps-été 2022, Gucci s'attaque à la mythologie hollywoodienne et organise une grande parade sur le boulevard le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Une impulsion de son directeur artistique, Alessandro Michele, qui, à travers cet événement, se remémore son enfance, bercée par les classiques américains, qu'il revisite à sa manière, entre dandies d'une autre époque, référence au western et esthétique fétichiste. Ces récits du vieil Hollywood ont nourri son imaginaire qu'il retranscrit dans une collection où l'on reconnaît ses plus grands monuments. À commencer par Cléopâtre, le rôle qui a rendu célèbre Elizabeth Taylor dans le film de Joseph Mankiewicz de 1963. Une robe de bal satinée rappelle la figure de Carrie, l'héroïne de Stephen King incarnée par Sissy Spacek. Et cet archétype du touriste américain, un Johnny Depp en plein délire psychédélique dans le Las Vegas Parano de Terry Gilliam. Sur les pavés du défilé Gucci, ces personnages de fiction se mêlent aux acteurs et actrices d'aujourd'hui, comme Macaulay Culkin ou Miranda July, dans une tenue qui évoque la lingerie et les codes érotiques du cinéma rétro.
croise aussi Jared Leto, l'un des plus célèbres ambassadeurs de la marque. Michele rend également hommage aux créations d'Adrian, costumier légendaire de la première moitié du XXe siècle, qui habillait Katharine Hepburn et Joan Crawford. Ses matières vaporeuses et ses volumes dramatiques infusent cette collection où les stars sont élevées au rang de divinités. Pour le créateur, ils sont des dieux et des déesses païennes, figés sur pellicule, comme les statues dans la pierre. À travers cette collection, il veut croiser l'imaginaire et le réel, transcender la condition humaine des stars pour les métamorphoser en Aphrodite ou Pandore sur un Olympe hollywoodien à jamais désirable. Après tout, la mode, tout comme le cinéma, parle du désir sous toutes ses formes. Désir de gloire, désir de corps, désir d'éternité, désir du rêve américain idéalisé sur grand écran et désormais sur un podium dressé au cœur de l'immortelle Cité des Anges. C'est au plafond que luit le savoir-faire éclairé de la maison de bronzerie d'art Lucien Gault, un artisanat centenaire qui n'a pas pris une ride. La maison Lucien Gault, en fin de compte, elle existe depuis un peu plus de 100 ans. On travaille vraiment comme à l'ancienne, que ce soit la ciselure avec les stylets, le petit marteau, tout ce qui va être soudure, reprise, c'est fait pareil, comme à l'ancienne. Et c'est vrai que c'est un métier très riche, à tous les niveaux. Bronzier de père en fils sur 6 générations, la maison Lucien Gault a su faire perdurer au fil des années un savoir-faire d'exception dans l'art du luminaire. Des lampes bouillottes de l'Assemblée nationale au grand lustre de cathédrale, une part importante du mobilier patrimonial passe entre les mains expertes de ces artisans. Alors ce lustre vient d'une cathédrale de Bordeaux. Donc là, le client a voulu qu'on le restaure sans toucher au décor. Il a voulu qu'on garde la vieille patine ancienne. Souvent, le client nous demande de rénover entièrement le produit. Et donc à partir d'un produit qui est quand même assez patiné par le temps, on obtient un produit qui ressortira de nos ateliers plutôt dans cet aspect-là. Une couleur dorée que José vient ici révéler avec son tour à métaux traditionnel. La pièce qu'on a ici, elle sort de fonderie. Donc lors du refroidissement de la pièce, celle-ci se transforme, il y a une couleur qui se transforme dessus, qui s'applique dessus. C'est une sorte de calamine qui se forme au lieu du refroidissement et ça donne ce ton légèrement rosâtre. L'action du tour, c'est au lieu de l'usinage, de faire disparaître cette calamine et de faire apparaître réellement la couleur du bronze qu'on a besoin pour notre modèle. Une fois ces belles couleurs retrouvées, la pièce est ensuite décorée grâce à l'art bien spécifique du moltage, une technique de gravure sur tour que l'on applique à l'aide de ces molettes à motifs. Le moltage fait partie de la tournure sur bronze d'art. Il consiste à y imprégner différents motifs, un motif bien spécifique, suivant le style, Louis XV, Louis XVI, Empire, Directoire, qu'on va reproduire sur la pièce. À chaque époque, son style. En l'occurrence, ici, José a reproduit un modèle Louis XVI. Alors Louis XVI, bon, on reconnaît déjà de par la perle, qui est souvent dans l'époque Louis XVI, on y mettait beaucoup de perles. Donc on voit toutes les petites perles qui sont régulières tout autour de la pièce, qui a été imprégnée. Et il n'y en a aucune qui est plus petite les unes par rapport aux autres. De par le type de feuille également, qu'on voit ici. Donc voilà le motif, typiquement à l'ancienne, depuis X temps, on peut parler en centaines d'années. Décoré, poli ou encore verni, pour ses créations et restaurations, la maison Lucien Gault a le sens des finitions, notamment avec cette patine chimique, signature de l'atelier. C'est un produit qu'on a mis au point. On a eu beaucoup de difficultés, parce qu'en fin de compte, sur des grandes pièces comme ça, on n'obtient pas quelque chose d'uniforme. Il y a toujours des taches, des auréoles. Et on a mis au point ce produit-là pour obtenir quelque chose d'uniforme et que la pièce soit belle et qu'il n'y ait pas de rebut, qu'il n'y ait pas de problème de qualité. Et cela, c'est notre petite recette secrète. Une recette que la maison garde précieusement et ne transmet qu'à sa relève. Aujourd'hui, on essaie au maximum de prendre des jeunes pour pouvoir les former, parce que difficilement on trouve des jeunes qui connaissent nos métiers d'art. Il existe très peu d'écoles
et de moins en moins d'élèves qui veulent apprendre ce métier. Et quand on en trouve, ben, on les forme. Donc on fait l'école pour pouvoir justement obtenir des bons ouvriers au bout de quelques années. Que les cathédrales et maisons de luxe se rassurent, leurs beaux lustres en bronze continueront d'étinceler leurs cérémonies et votre festivité. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!